Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour répondre à une foire aux questions, puisque il y a quelques temps je vous ai proposé de me poser des questions, que ce soit sur YouTube dans l'onglet communauté ou encore sur Instagram en story. La raison pour laquelle je voulais faire une foire aux questions à cette période là, c'est tout simplement parce que l'on fête les 2 ans de mon entreprise et du coup j'avais envie de répondre un peu aux questions que vous pouvez avoir autour de tout ça, autour de l'entrepreneuriat et tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai recensé toutes vos questions et je les ai classées en plusieurs catégories. Tout d'abord on va parler de mon entreprise, ensuite des réseaux sociaux, de mes lectures et on terminera avec mes projets d'avenir. J'ai toutes les questions sur mon téléphone, donc si je le regarde un petit peu trop, c'est normal, mais je me sens pas de les lire d'abord une première fois et puis de les réciter comme un perroquet pour que ça paraisse fluide à la caméra, comme si je ne les lisais pas, alors que clairement c'est tout à fait normal de ne pas avoir appris par cœur vos questions, ça n'aurait aucun sens. Alors tout d'abord on va parler de mon entreprise et la première question c'est quel est ton métier ou celui que tu voudrais exercer à l'avenir? Je crois me souvenir que tu avais passé le concours de professeur des écoles il y a quelques années. Eh bien effectivement je vous parle pas tellement de où j'en suis professionnellement parce que c'est un petit peu flou, soyons honnêtes. Effectivement j'ai passé le concours des professeurs des écoles l'année dernière, je l'ai même repassé cette année et j'ai aussi passé le CAPES cette année. Mais ma vie professionnelle ne s'arrête pas juste à passer des concours et à travailler ces concours là, même si ça prend quand même, soyons honnêtes, une grande partie de mon temps aussi dans la semaine, parce que préparer des concours aussi difficiles que cela, eh bien forcément ça demande de l'investissement. D'un point de vue professionnel, je suis enseignante de physique-chimie à temps partiel en collège, donc j'ai un carton en collège, et j'ai aussi mon entreprise pour laquelle j'ai 2 casquettes, puisque j'ai à la fois du coup une activité de vente de produits artisanaux, donc ma boutique en ligne, mais aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux, qui fait partie de mes sources de revenus. Et là, je vais répondre à une question qui n'était pas posée, mais qui, je pense, vous intéresse beaucoup, à savoir, est-ce que j'arrive à vivre de mon entreprise? Eh bien, non, pas entièrement, mais elle représente quand même ma source de revenus majoritaire. À l'heure actuelle, mon entreprise me permet d'avoir un salaire équivalent à un mi-temps au SMIC tous les mois, donc ce qui est quand même pas négligeable. En plus de ça, j'ai mon travail en tant qu'enseignante, où du coup, je travaille au collège, mais je donne aussi des cours particuliers, et à plus de cela, eh bien, j'ai certains mois un complément de chômage par Pôle emploi parce que j'avais de plus gros revenus avant, tout simplement. Donc voilà comment je m'en sors financièrement et en termes d'objectifs, puisqu'on me demandait aussi le métier que je voudrais exercer plus tard, eh bien c'est hyper flou parce que d'un côté j'aime énormément l'enseignement, mais si je réussis les concours et que j'enseigne à plein temps, je ne pourrai pas continuer mon entreprise en plus parce que déjà il y a des activités que tu ne peux pas faire quand t'es fonctionnaire à temps plein et puis en plus de ça, eh bien juste j'aurai jamais le temps en fait. Donc c'est très compliqué pour moi en ce moment, je me pose énormément de questions. Plus ça va et plus je me dis si j'arrive vraiment à cumuler un temps partiel d'enseignant et en plus mon entreprise et à vivre vraiment de tout ça sans avoir besoin d'aide de Pôle emploi certains mois, eh bien j'en serais extrêmement honorée et vraiment, mais je pense que ce serait la meilleure chose parce que franchement j'aime énormément ce que je fais et j'ai trouvé un équilibre professionnel cette année qui moi me correspond vraiment. Mais pour tout dire, eh bien pour assurer un peu tout ça et voir si j'étais capable d'avoir les concours d'enseignement, eh bien je les ai passés cette année, j'ai passé le CRPE et le CAPES. Le CRPE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour enseigner en école primaire, donc l'élémentaire et la maternelle. J'ai une grosse préférence pour l'élémentaire parce que j'ai pas vraiment d'affinité avec les tout petits. C'est un petit peu compliqué parfois, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi passé le CAPES physique-chimie pour enseigner en collège et en lycée, ce que je fais déjà sans avoir le concours, mais voilà, je me suis dit ce serait bien quand même que je vois si j'arrive à le passer. Et c'était aussi l'occasion pour moi de me confronter à la difficulté des épreuves parce que c'est quand même un concours qui n'est pas facile d'accès. J'ai à l'heure actuelle eu uniquement les résultats du CRPE, je suis admissible aux épreuves orales, donc je vais pouvoir aller aux épreuves orales que j'avais déjà passé l'année dernière et c'était là que j'avais échoué. J'espère que ça ira mieux cette année, j'ai pris une autre préparation au concours. Si ça vous intéresse et objectif CRPE, vous pouvez venir m'en parler en DM, je vous en parlerai plus en détail si ça vous intéresse, mais franchement, ils étaient géniaux et je regrette pas du tout d'être passée par eux. Le CAPES, je l'ai passé vraiment en autodidacte, j'ai pas du tout pris de formation ou quoi que ce soit, donc je croise fort les doigts, j'ai pas encore les résultats des écrits, mais honnêtement, la partie physique c'était vraiment hardcore et je suis pas sûre d'avoir été au niveau pour cette partie-là, donc on verra bien tout simplement, mais au moins j'aurais tenté et qui ne tente rien n'a rien. Il est temps de passer à la question suivante parce que là j'ai fait un monologue et je suis sûre que c'était quand même des choses qui vous intéressaient, mais bon, voilà. La question suivante c'est donc, y a-t-il des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer ou faire autrement? Vu que là on est vraiment dans la catégorie d'entreprise et pas du tout réseaux sociaux de manière générale, eh bien en termes professionnels, moi ce que j'aurais aimé savoir c'est comment chiffrer mes tarifs. Parce que clairement, j'ai vendu mes premières bougies à perte sur la boutique et je m'en veux un peu parce que du coup j'ai perdu de l'argent dessus, mais en même temps ça m'a permis de me faire la main et ça m'a permis de me lancer aussi et d'avoir peut-être quelque chose qui était aussi plus abordable
agréable pour vous et d'avoir des premiers retours aussi de clients. Donc franchement, bah, je suis super contente parce que ça m'a permis d'énormément progresser et d'affiner ma manière de faire les bougies, alors que pourtant je pensais avoir suffisamment affiné les choses avant ça. Donc comme quoi, on a toujours de la marge pour progresser, et je pense que finalement oui, c'est peut-être la chose que j'aurais aimé savoir mieux déterminer mes tarifs, parce que j'avais mal estimé le coût des matières premières, le temps de travail, les différentes taxes que je pouvais avoir, que ce soit les taxes de textile, les taxes de l'État, etc. Enfin en fait tout ce qui avait attrait en fait autour de dépenses que je pouvais avoir, et finalement bah, j'avais très mal estimé tout ça, et donc bah, ça n'a pas été rentable. Mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de me lancer. La question suivante, c'est quel a été ton plus gros défi? Et je pense que mon plus gros défi, ça a été de me renouveler, d'essayer de tenter autre chose. J'avais vraiment cette envie de me lancer vers de la papeterie aussi, de proposer des stickers sur la boutique, sauf que je n'avais pas encore investi dans une machine de découpe, et j'avais commandé du coup des stickers en ligne, donc ça m'avait coûté une fortune, et j'avais voulu les mettre en vente sur la boutique. Mais clairement ça n'a pas marché, parce que déjà je les vendais sur Etsy. Donc Etsy, en fait, il faut comprendre que pour chaque produit que vous mettez en ligne sur la plateforme, vous payez au moins 20 centimes plus ensuite un pourcentage, je crois que c'est 10% du prix de vente. Mais à chaque fois qu'une personne va acheter, vous repayez en fait ces 20 centimes plus le pourcentage du prix de vente. Et en fait c'est clairement pas rentable quand on vend des tout petits objets qui coûtent pas grand chose. Et du coup, quand je prenais en compte à la fois le coût de production, enfin le coût que j'avais payé mes stickers, plus tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de rentable, en fait mes stickers c'était hors de prix, et personne n'en a acheté. Et ça, bah ça a été peut-être mon plus gros défi, parce que je voulais vraiment proposer des stickers, et du coup bah, j'ai complètement changé toute ma manière de faire, et c'est aussi pour ça que je suis passée ensuite sur Shopify, pour pouvoir vous proposer des stickers à un tarif beaucoup plus abordable, parce que bah du coup comme c'est mon propre site, j'ai pas de fixe en fait, je paye seulement des pourcentages en fonction du prix de vente, mais j'ai pas de fixe pour mettre un produit en ligne, et ça change tout quand on propose des produits qui ne coûtent pas cher. Ensuite on me demande quel est ce que tu préfères faire parmi tout ce qu'implique ton activité. Et j'ai envie de dire, bah c'est super dur parce qu'il n'y a rien que je déteste faire. Genre même tout le monde qui dira moi j'aime pas la compta et tout, moi en fait je suis trop mateuse pour ça, et clairement la compta j'adore ça aussi. En fait j'aime tout ce qui implique mon activité, et sur tous les pans, et justement c'est cet équilibre qui me plaît énormément. Ce que je préfère dans tout ça, c'est assez compliqué, parce que je dirais à la fois la création de contenu, j'aime énormément investir de mon temps et de ma personne pour créer un contenu, et de voir à la fin que j'ai réussi à faire un contenu qui moi me satisfait. Mais je pense sincèrement que ce que je préfère avant tout, c'est vos retours, les échanges que j'ai avec vous, que ce soit sur le contenu que je peux créer sur les réseaux sociaux, ou encore sur vos retours par rapport aux produits que vous allez commander sur la boutique. Ça m'apporte énormément, et franchement mais je suis tellement heureuse quand vous me dites que vous avez repris le goût à la lecture, ou que vous avez commencé à faire du journaling suite à ce que je partage sur les réseaux sociaux, que ça vous a donné envie d'aller plus loin et de faire tout ça. Quand vous recevez vos commandes de la boutique et que vous êtes hyper content de la qualité et tout, et bien franchement moi je suis mais tellement honorée, franchement mais ça me touche énormément, et je crois que c'est vraiment ce que je préfère avant tout, même si c'est parfois double tranchant, parce que du coup quand on porte autant d'importance aux échanges que l'on a avec vous, bah quand ce sont des commentaires plus négatifs, bah parfois c'est dur de pas les prendre trop personnellement non plus, et d'y voir plutôt une marge de progression, et parfois aussi de se dire bah non, telle personne elle pense ça, mais moi je suis en accord avec moi-même, et c'est le plus important. Et franchement bah c'est sûr que quand on prend à cœur vos retours, bah ça fait très chaud au cœur, et énormément plaisir quand c'est positif, mais l'inverse fait mal aussi. On me demande ensuite si ton pire ennemi désirait faire une collab, tu dirais oui ou non. Eh bien c'est assez compliqué parce que j'ai pas l'impression d'avoir d'ennemis. Donc des pires ennemis encore moins. Non en fait j'ai pas l'impression d'avoir d'ennemis, mais moi je suis vraiment dans une bulle, dans un monde de bisounours, je vous jure, c'est hallucinant comment parfois je peux paraître très innocente, c'est n'importe quoi. Mais bref, du coup j'ai pas l'impression d'avoir d'ennemis. Par contre, là on parle de collab, donc quelque chose de professionnel, et pour le coup on n'a pas besoin d'être amis pour pouvoir travailler ensemble. Je pense que justement même parfois on travaille mieux avec des personnes qui sont pas nos amis. Le tout c'est de savoir rester dans un cadre professionnel, justement avoir une relation de collègues de travail en fait, une relation professionnelle. Être ami n'est pas une nécessité en fait pour pouvoir travailler ensemble, même parfois ça peut être aussi un handicap parce que ça peut être difficile de travailler avec ses amis. C'est pas forcément nos amis, nos meilleurs collègues de travail, mais bah voilà, j'ai pas d'ennemis, j'ai pas de personne en tête, donc c'est difficile de répondre à cette question. Je pense quand même que l'affinité a une part très importante dans le travail. Si t'as pas un minimum de feeling avec la personne et que ça se passe pas bien, bah non, voilà. Mais si ça se passe bien d'un point de vue professionnel,
pourquoi pas. On me demande aussi quel est ton plus beau souvenir depuis ces 2 ans et c'est très compliqué de prendre qu'un seul souvenir, mais j'ai envie de dire le fait d'avoir créé tout ça, d'avoir créé mon entreprise, ça a été un peu fait sur un coup de tête, je vous l'avoue. On organisait le challenge des terreurs avec Lola, Louise, Fanny et Juliette qui sont sur Instagram, je vous mettrai leur lien Instagram en description si ça vous intéresse. Et en fait on organisait le challenge des terreurs. Louise avait envie de faire des marque-pages en bois et moi je me suis dit non mais Gladys, depuis toujours tu rêves de faire de l'entrepreneuriat, t'as tout ce qu'il faut pour faire des bougies chez toi. Le seul truc qui te freine, c'est qu'à chaque fois tu te dis bah j'ai envie de tester l'entrepreneuriat mais bah je sais pas quoi faire parce que tout a déjà été fait et j'ai toutes les idées que je pouvais avoir, j'avais l'impression qu'elles n'avaient rien d'innovant et finalement bah, je me suis dit allez vas-y, je vais essayer de faire quelque chose pour faire un goodies pour ce challenge. Je voulais faire les choses dans la légalité et c'est là que j'ai créé l'entreprise. Sans avoir forcément en tête que ça allait marcher, sans avoir en tête que j'allais continuer aussi dans le temps. Pour moi c'était juste pour proposer mes produits en étant dans la légalité et comme je savais que j'ai été sur le point d'avoir validé en fait toutes les conditions pour pouvoir monétiser ma chaîne YouTube, je me suis dit bah tant qu'à faire autant déclarer 2 activités, même si c'est pour quelques euros sur YouTube, et bah au moins ce sera dans la légalité et tout. Et ça m'importait beaucoup et donc j'ai créé tout ça en même pas une semaine. Ça a été hyper rapide, en une semaine j'avais créé mes premiers produits, j'avais posté mes choses sur Etsy et tout et c'est pour ça que je vous dis que j'aurais aimé avoir plus de recul en fait sur comment chiffrer mes produits et tout ça parce qu'en une semaine j'ai pas eu le temps de chercher tout ça correctement et malheureusement il y a des choses que j'ai découvert un peu plus tard. Mais je pense que pour ces 2 années, ça reste un des plus beaux souvenirs parce que bah, ça a quand même son importance, hein, j'ai envie de dire. En même temps, j'ai envie d'en prendre un autre aussi, c'est quand mes parents ont su que je faisais tout ça parce qu'ils m'ont montré aussi leur reconnaissance et leur fierté en fait de voir que bah justement j'arrive à faire tout ça et que ça m'apportait quelque chose au-delà de l'aspect financier, que ça m'apportait énormément aussi sur un plan personnel et du coup bah, je pense que ça fait aussi partie bah, de mes plus beaux souvenirs, même si ça n'a pas été juste un moment donné, mais plutôt quelque chose de réparti dans le temps. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir que je suis soutenue aussi par ma famille, forcément. C'est toujours très touchant de voir qu'ils sont là aussi. Pourtant, moi, j'ai toujours été du genre à tout créer mes choses sur les réseaux sociaux. Enfin, j'ai toujours une activité en ligne. Je pense, ouais, depuis... peut-être pas aussi loin que je me souvienne, mais depuis... quasiment que je sais utiliser un ordinateur parce que j'ai commencé à savoir utiliser un ordinateur en CM2 et je peux vous dire qu'en 6ème j'avais déjà un Skyblog. Clairement j'ai toujours eu une activité en ligne mais quelque chose de vraiment caché que j'ouvrais pas, enfin voilà, j'avais pas envie de l'assumer, j'avais pas envie de le dire aux gens que je connaissais alors que ça me dérangeait pas du tout d'échanger avec des personnes que je ne connaissais pas, c'est assez fou mais c'est comme ça et encore aujourd'hui ça me fait toujours bizarre quand je vois des personnes que je connais mais que je côtoie pas forcément au quotidien qui découvrent mes réseaux sociaux, je me dis toujours waouh, sérieusement vous aimez ça, ça vous intéresse de savoir ce que je lis alors qu'on lit pas du tout la même chose. Ça me choque toujours et ça me fait toujours un petit sentiment un peu particulier que j'ai du mal à exprimer. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu l'habitude de cacher et du coup c'est particulier en fait de l'ouvrir aux yeux du monde et en même temps c'est super chouette de voir que finalement les gens sont hyper bienveillants et te soutiennent dans tous les cas, même quand c'est pas forcément des proches mais juste des connaissances. On passe maintenant à la catégorie des réseaux sociaux. La première question dans cette catégorie, c'est quel conseil donnerais-tu à ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour se développer? Eh bien, c'est une question hyper large parce que développer, on peut l'interpréter de plein de façons. Je pense honnêtement que tu veux parler du fait de développer son audience et de cibler plus de monde, mais je pense aussi que développer, ça peut être se développer personnellement et se développer peut-être aussi de manière plus intellectuelle et aller vers de nouvelles choses. Donc, je vais essayer de traiter un peu les deux pans parce que je trouve que c'est hyper important, le deuxième pan dont je vous ai parlé. D'ailleurs, on va commencer par celui-ci. Si tu veux te développer de manière intellectuelle et aller vers de nouvelles choses, eh bien n'hésite pas à aller plutôt écouter des podcasts qui sont souvent bien plus intéressants et détaillés sur des expériences, à aller écouter des vidéos YouTube qui sont plus longues aussi, qui vont te permettre d'avoir peut-être quelque chose parfois plus approfondi. Et si tu veux développer ton sens critique littéraire, n'hésite pas à aller suivre des personnes, que ce soit sur des blogs ou sur YouTube, où elles vont avoir l'espace de s'exprimer et de peut-être détailler un peu plus leurs avis aussi et de retrouver du coup un aspect un peu plus critique dans leurs avis qui permettra peut-être d'aiguiser ton œil littéraire et ta manière de voir ce que tu lis. Et je pense que ça peut être très intéressant d'aller vers ce sens-là du développement. Maintenant, si tu veux pas un développement personnel, mais vraiment voir un développement de ton audience, eh bien j'ai envie de dire, faire les choses pour le plaisir, parce que c'est le plus important. Si tu ne le fais pas par le plaisir, ça se ressent à des
kilomètres et ça ne sert à rien. Je dis pas qu'il faut que ce soit une passion parce que je pense que la passion elle tient aussi avec le temps et l'investissement qu'on y met, mais vraiment avoir un plaisir à faire les choses. Quel qu'il soit, mais trouver un plaisir et aussi se concentrer là-dessus. Se concentrer sur le bonheur que ça t'apporte au quotidien de créer sur les réseaux sociaux, qu'il y ait de l'interaction ou pas d'ailleurs. Et ensuite, eh ben justement, créer de manière fréquente et régulière et c'est ce qui te permettra de toucher une audience au fur et à mesure et laisser le temps au temps. Franchement, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, ça demande de l'investissement, pas forcément un investissement financier d'ailleurs, hein. En général avec un smartphone on peut déjà aller très loin, mais ça demande du temps, beaucoup de temps, et ça franchement, moins tu vas investir de temps dans tes réseaux, plus ils prendront de temps à se développer, c'est totalement normal, mais vraiment, ouais, persévérer, tout simplement. Et puis forcément, dans tout ça, il y a aussi un facteur chance qu'on ne contrôle pas, et on n'y peut rien. On me demande ensuite quel est le livre qui t'a donné envie de démarrer ta chaîne YouTube, et j'ai pas un livre en tête qui m'a donné envie de démarrer ma chaîne YouTube. Déjà parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube par faire de la beauté, en 2013, oui, ça remonte un peu, et j'étais clairement pas une experte là-dedans, parce que vous le voyez très bien, le make-up, c'est pas trop mon fort. J'ai pas forcément un livre en tête pour ça, malheureusement. Mais on me demande qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur Booktube, et ça, pour le coup, ce sont les vidéos de Nin Gorman parce que je la suivais beaucoup pour son make-up, j'aimais beaucoup sa manière de se maquiller et je trouvais très intéressant sa manière de filmer ses vidéos qui était toujours hyper structurée, un truc hyper cadré, voilà. C'était carré, voilà. On voit que Nin, elle a un passé de militaire et moi ça résonnait en moi, en la scientifique en moi et du coup forcément j'étais très attirée par ses vidéos. Le jour où elle a switché vers Booktube, j'ai regardé ma bibliothèque et j'ai fait mais ça existe des vidéos Booktube et j'ai découvert Booktube à ce moment-là et forcément progressivement j'ai switché vers ça parce que ça m'animait beaucoup plus de parler de bouquins que de parler du dernier mascara à la mode alors que j'en avais à peu près rien à faire. Mais du coup en fait moi ce qui m'animait surtout pour me lancer sur YouTube de manière générale c'était la création de vidéos, ça m'intéressait énormément, j'avais déjà plusieurs fois eu des blogs, j'avais testé plusieurs fois la photo et je trouvais ça sympa mais je voulais aller un peu plus loin dans quelque chose de plus vivant, de plus concret et du coup j'avais envie de tester la vidéo. Et c'est vraiment ce qui m'a lancé dedans et ensuite les livres, j'aime énormément ça et je pense que ça se voit et du coup je me suis lancée dans Booktube. J'ai continué Booktube pendant quelques temps, j'avais aussi un blog où je mettais mes avis lecture et puis j'en mettais même aussi sur mon Insta perso à l'époque. En fin de compte j'ai tout arrêté un peu du jour au lendemain parce que j'avais plus le temps de tout gérer entre mon master, mon stage de master, mon travail étudiant, enfin c'était juste impossible. Après j'ai continué avec la thèse où je travaillais 50 heures par semaine et je me rendais pas compte du temps que ça me prenait et de l'énergie que j'avais pas à mettre ailleurs et j'ai fini par reprendre la lecture vraiment de manière beaucoup plus intense lors du premier confinement, comme beaucoup d'entre nous je pense. Je me suis retrouvée de nouveau dans cette situation où je lis beaucoup parce que pendant tout ce temps où j'étais vraiment extrêmement concentrée sur mes études, j'ai pratiquement pas lu, je lisais pendant les vacances scolaires et peut-être que je lisais entre 30 et 50 livres par an, ce qui est quand même beaucoup pour certaines personnes mais pour moi c'était 2 à 3 fois moins que d'habitude donc forcément c'était ouais beaucoup moins. Et en fait c'est quand j'ai repris vraiment la lecture de manière beaucoup plus intense, enfin à mon rythme normal finalement, que j'ai retrouvé en fait cette envie de parler de ce que je lisais, d'échanger autour de mes livres. Et il faut savoir que moi en fait j'ai toujours été hyper complexée parce que je lisais, ça l'est beaucoup moins à l'heure actuelle mais ça l'était énormément avant et quand on me demandait qu'est-ce que t'aimes lire, j'avais le sentiment qu'en disant que ce que je préférais lire c'était de l'imaginaire young adulte et de la new romance et bien que j'allais être jugée parce que c'est des sous-littératures dans la tête de nombreuses personnes malheureusement. Finalement en parler sur les réseaux sociaux et trouver toute cette sphère qui lit ces genres-là et qui est franchement très majoritairement représentée sur les réseaux, ça m'a complètement rassurée et ça m'a permis aussi d'assumer beaucoup plus facilement mes goûts littéraires et franchement c'est super chouette de ce côté-là et donc voilà, ça a fait aussi partie de mon parcours sur les réseaux et de comment j'en suis arrivée là et pourquoi j'en suis là. Ensuite on me demande est-ce que tu comptes faire des reading sprints sur Twitch et j'ai envie de dire non, pas pour l'instant, c'est pas du tout prévu pour plusieurs raisons. Je suis pas forcément fan du format live, enfin j'aime beaucoup regarder des lives mais les faire c'est une autre histoire. J'ai encore trop besoin de contrôler mon image de A à Z. J'assume pas totalement les choses qui sont en direct et tout ça. C'est fou quand même. J'ai vachement pris confiance en moi grâce à YouTube, mais j'ai encore du chemin à parcourir. Et je pense que ça peut être un challenge, mais pour le coup, si je veux faire un format live, je le ferai sur YouTube, Insta ou TikTok. Je vais pas ouvrir encore une autre plateforme, j'ai déjà du mal à gérer avec 3. En avoir une 4e, ce serait un petit peu trop, je pense, et trop ambitieux, et j'aurais un peu de mal à tout gérer. C'est déjà pas mal, 3 plateformes, surtout qu'elles proposent toutes des formats live. Maintenant,
Est-ce que je ferai des reading sprints? Je suis pas sûre, parce que autant c'est sympa de regarder chez les autres, je trouve ça cool de se motiver à lire, ou parfois moi je fais plutôt du journaling pendant que je regarde des reading sprints, mais en fait je m'en sens pas trop de le faire parce que je pense que si je fais des lives avec vous, ce serait avant tout pour pouvoir échanger en direct avec vous, vraiment avoir une conversation et un échange en fait un peu plus intéressant que juste qu'est-ce que vous lisez? Ah bon bah ok c'est bon, on lit pendant 20 minutes et ensuite alors vous avez bien lu, elle lit bien votre livre? Ah bon bah allez on retourne lire pendant 20 minutes. Moi ça m'intéresse moyennement, j'en ai déjà fait avec mon équipe du Challenge et Terreur pendant la deuxième édition, on avait fait entre Nifleurs des petits reading sprints justement pour se motiver à lire un peu plus et essayer de gratter quelques points pour le challenge, comme le but du challenge c'était quand même de lire beaucoup. Mais c'est vrai que je me sens pas trop de faire ce format-là de live. Par contre, des lives, pourquoi pas peut-être un jour, si j'arrive à l'assumer en fait, tout simplement. Et puis bon, il y a aussi la question de la disponibilité en fait, parce que je crée la majorité de mon contenu en journée quand mon mari travaille, et en fait je me sens pas trop de faire des lives et tout quand il est rentré du travail et tout ça, alors que c'est du temps que l'on passe ensemble, et en même temps ce seraient les seuls moments où vous serez vraiment disponible. Je vais pas vous faire un live en plein milieu de l'après-midi alors qu'il y aura peut-être 10 d'entre vous qui seront dispo. Ce serait un peu dommage de passer à côté en fait d'un échange plus profond avec vous, donc voilà. Je sais pas trop, honnêtement. Et parfois je me dis ah ça pourrait être trop chouette de faire des lives, allez venez on travaille ensemble et tout, sauf qu'en fait mon cadre de travail il est pas forcément des plus agréables, c'est-à-dire que quand je suis en train d'imprimer ou de découper des choses à la cricotte, ça fait un boucan monstrueux et c'est clairement pas des conditions adéquates pour pouvoir faire un live. Donc pour l'instant non c'est pas prévu, mais j'envisage peut-être un jour, parce que je pense que c'est intéressant justement pour approfondir ces échanges que l'on peut déjà avoir à travers tous les commentaires, tous les messages que l'on s'envoie. On me demande ensuite qu'est-ce que tu aimes le plus sur Booktube, et je pense que ce que j'aime le plus sur Booktube c'est le format vidéo qui est long et qui permet de s'exprimer sur la durée, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui permet d'avoir finalement le sentiment au fur et à mesure de connaître les créateurs de contenu que l'on suit. C'est sûrement, je pense, ma plateforme de cœur. Franchement j'aime énormément YouTube et je trouve que ouais on apprend vraiment à connaître les gens, ou en tout cas on a le sentiment de les connaître parce que c'est toujours qu'une facette de ces personnes là que l'on voit, mais je trouve ça très intéressant de ce format là. Maintenant c'est pas la plateforme où il y a le plus d'échanges, honnêtement j'ai beaucoup plus d'échanges avec vous sur Instagram parce que déjà il y a le format DM, il y a le format aussi story qui fait que on va facilement interagir sur une story et puis ça peut lancer une conversation, et puis il y a tous les échanges sur les posts aussi. C'est pas dans la question mais je trouve que c'est TikTok finalement qui apporte le moins, c'est vraiment de la consommation de contenu sans échange derrière et c'est dommage. On me demande ensuite as-tu une évolution dans tes lectures depuis que tu es sur les réseaux sociaux, ton rythme, tes genres littéraires, ta consommation de livres etc. Eh bien la seule évolution je pense qu'elle est surtout sur la consommation de livres. Le rythme, en fait j'ai retrouvé mon rythme de base, même pas tout à fait, parce que avant il m'arrivait de lire un livre dans la journée et maintenant c'est beaucoup plus rare, mais voilà, j'ai retrouvé mon rythme de base entre 100 et 130 livres par an en moyenne, enfin voilà ça oscille. Ça c'est mon rythme de base et je suis contente de l'avoir retrouvé, et c'est pas forcément dû aux réseaux sociaux parce que c'était déjà le cas avant de reprendre les réseaux. Alors au début j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je lise beaucoup plus de fantasy que ce qu'il n'en est. En vrai j'aime beaucoup la fantasy, surtout la fantasy young adulte. J'ai testé un peu plus de fantasy qui tendait plus vers l'adulte, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop compliqué, genre le Prieuré de l'Oranger j'ai rien compris. Voilà, je fais partie des gens qui ont du mal avec ces univers trop poussés et c'est pas grave, c'est tout à fait ok. Maintenant je trouve que j'ai vraiment énormément de chance que mes genres préférés soient les genres les plus représentés sur les réseaux, et je sais très bien à quel point ça peut influencer beaucoup certaines personnes qui n'ont pas ces genres préférés là et préfèrent des genres qui sont moins représentés, et à quel point ça peut être compliqué aussi parfois de trouver des créateurs de contenu qui créent du contenu sur vraiment un genre que l'on affectionne particulièrement, des personnes qui ont des goûts proches des nôtres. Moi j'ai de la chance parce que ce que je préfère c'est ce qui est représenté, mais c'est pas le cas de tout le monde, et pour le coup je pense qu'en termes de genre littéraire que je lis, ça n'a pas changé. Maintenant pour ce qui est de la consommation des livres, c'est indéniable, ma consommation des livres a augmenté de fou. Alors j'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup dans la surconsommation, mais c'est vrai que j'aurais eu plus tendance à emprunter que ça, ou à lire en format numérique pour essayer de ne pas tout acheter, parce que clairement on ne peut pas tout acheter. J'ai la chance que ce que je fais a un intérêt aussi pour les maisons d'édition, et du coup d'être contactée pour lire certains livres envoyés par les maisons d'édition en service de presse et vous en parler. Donc ça a aussi un côté
à double tranchant puisque c'est aussi une part d'un travail où j'ai quelque chose aussi à faire en échange, hein, c'est pas juste il m'envoie des livres et voilà. Mais du coup le fait de recevoir ces livres, c'est indéniable, ça augmente grandement ma consommation de livres et surtout ma consommation de livres récents. C'est pas pour autant que vous devez avoir une consommation similaire. Si ça vous convient et si vous vous sentez à l'aise avec, bah oui ok, mais si c'est pas le cas, c'est pas grave en fait. Oui, effectivement, moi ça a changé et peut-être que je reviendrai à une consommation plus raisonnée un jour, mais à l'heure actuelle, ça me correspond bien finalement parce que ça me permet aussi de découvrir plein de livres que j'aurais peut-être pas découvert autrement non plus. On me demande ensuite quel est ton unpopular opinion, donc ton opinion non populaire ou controversée. Eh bien, je dirais que j'ai pas aimé la passeuse de mots. Voilà, c'est dit, c'est fait, tout le monde dit que c'est génial, j'ai trouvé ça long. En fait au début j'étais vachement bien accrochée, je trouvais que c'était super cool, la plume est super chouette, c'est très poétique et tout ça, mais en fait arrivé à la moitié du bouquin quand tu sais toujours pas qu'est-ce qu'elle va faire Arya et quel est son objectif dans cette histoire, ça m'a énervée et j'ai complètement décroché et j'ai jamais continué. Quelle est ta relation avec Booksta? Les comparaisons, la compétition qui peut parfois être présent, mais aussi les côtés plus sympathiques. Eh bien, en fait, bisounours. Moi, je les vois pas toutes ces choses-là. Genre comparaison, compétition et tout. Je suis contente pour ceux qui réussissent, je suis contente pour ceux qui atteignent les objectifs qu'ils ont envie. Franchement, je suis super contente pour les autres. C'est super chouette en fait de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui suivent Booksta, Booktube, Booktalk aussi. Je cherche pas forcément à me comparer aux autres et du coup je vois pas en fait les compétitions, je vois pas toutes ces choses là. Maintenant, eh bien les côtés plus sympathiques, oui, franchement ça je suis trop pour parce que ça m'a permis d'avoir plein de chouettes relations, des personnes que j'ai déjà rencontrées dans la vraie vie, d'autres que je n'ai pas encore rencontrées mais avec qui je m'entends super bien et avec qui j'échange peut-être pas au quotidien mais quand même très régulièrement et franchement je suis trop contente pour ça parce que comme je vous le disais juste avant, Instagram ça booste l'échange que l'on a avec les autres et c'est vraiment la plateforme sur laquelle on va pouvoir échanger le plus. Pour ça pour moi c'est le côté le plus sympathique, mais je pense que ça dépend vraiment du regard que l'on va porter sur les réseaux, sur les choses sur lesquelles on va se focaliser. L'herbe elle sera toujours plus verte ailleurs, ou en tout cas elle paraîtra toujours plus verte ailleurs, donc concentrez-vous sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites, c'est le plus important. On me demande ensuite quelle est ton inspiration pour les posts de livres, les décos dans tes carnets, je suis super fan de ton compte. Alors du coup pour ce qui est des posts de livres, en fait j'ai pas d'inspiration directe d'une personne parce que je pense que forcément le fait de consommer du contenu sur les réseaux sociaux ça m'influence d'une manière un peu sournoise et insidieuse en fait sans forcément m'en rendre compte. À force de voir un contenu qui est similaire, pas toujours d'ailleurs, parfois il y a des choses qui sortent vraiment du lot, mais à force de voir des choses, forcément ça finit par nous influencer sans qu'on s'en rende compte, ça c'est indéniable. Maintenant, j'ai pas l'impression de m'inspirer de qui que ce soit pour créer mon contenu sur mes livres, c'est-à-dire que je prends mes photos dans mon style, qui est toujours le même depuis quasiment le début puisque j'ai gardé mon premier feed une semaine et ensuite j'ai changé. En fait j'ai trouvé mon style, quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Pareil pour décrire mes lectures, en fait je le fais à ma façon et j'essaye de trouver les mots justes pour décrire ce que j'ai ressenti. J'essaye de parler un peu de tout ce qu'on peut retrouver dans le livre, c'est-à-dire l'intrigue, les personnages, les relations entre eux, ce que ça m'a fait ressentir, les mots-clés ou en tout cas les thèmes importants qui sont abordés ici par, dans le livre par les auteurs. Toutes ces choses-là, j'essaye de les mentionner dans mon avis. Alors parfois je passe à côté de certaines choses et c'est totalement humain et c'est pas grave, mais j'ai pas forcément l'impression d'essayer de chercher à trouver une façon de présenter mes avis qui soit particulière et qui se démarque du lot. J'ai ma façon de faire et ça me convient très bien. Pour ce qui est de journaling, j'essaye aussi pareil de faire un peu ce qui m'inspire. Maintenant je m'inspire beaucoup rien que des choses qui sont partagées par les boutiques de journaling en fait comme Notebook Therapy ou encore The White Step Shop. Je trouve qu'ils font des trucs magnifiques à chaque fois quand ils présentent leurs produits et forcément ça donne envie. Je regarde aussi un peu ce qui se fait ailleurs, c'est des choses qui vont finir par m'inspirer à force d'en voir. Et il y a une personne que j'aime énormément suivre, c'est I Am Brown Aulic. Je vous mettrai le lien en description. C'est une chaîne YouTube d'une japonaise, je crois, je me trompe peut-être, mais en tout cas je crois qu'elle est vraiment d'origine asiatique et j'aime trop ce qu'elle fait. Ses vidéos sont tellement agréable à regarder et là pour le coup on est beaucoup plus sur du scrapbooking, un entre-deux entre le journaling et le scrapbooking, mais c'est vraiment le journaling en mode journal privé et pas du tout un journal de lecture, mais je trouve ça vraiment trop chouette et j'aime trop ce que cette personne fait. Après j'ai pas forcément d'inspiration directe comme je vous dis, c'est très compliqué pour moi de citer des noms de personnes qui peuvent m'inspirer parce que c'est un peu tout ce que je peux voir qui au final va faire un medley et un cocktail avec aussi ma propre vision artistique des choses et voilà. Puis forcément pour l'inspiration du journaling ça vient
beaucoup des produits que j'ai en fait, c'est-à-dire que lorsque je vais voir une nouvelle collection Notebook Therapy qui va trop me plaire et que je vais me l'acheter, ou que je vais sortir des nouveaux produits sur ma boutique parce qu'il y avait tel thème qui m'inspirait trop et qu'en plus mon mari a dessiné des trucs magnifiques avec et du coup bah, j'ai envie de l'utiliser, ou alors que je vais voir finalement des washi tape de The Washi Tape Shop que j'aime énormément et du coup bah, je vais me dire ah tout cela là ensemble ça pourrait faire un truc sympa comme j'ai pu faire en avril. En fait il y a plein de choses qui peuvent inspirer pour le journaling, mais je trouve que c'est plus important de se concentrer sur l'objet que l'on a, celui qu'on possède déjà, celui qu'on a entre les mains, plus que sur la manière de faire des autres personnes ou les choses qu'elles vont utiliser, parce que c'est toujours difficile de retrouver la même chose ailleurs. Donc voilà, c'est juste que j'ai testé plein de choses, j'en ai regardé plein et à force de tout ça, eh bien mon regard artistique évolue dans le temps aussi et c'est tout à fait normal, mais voilà toutes les choses qui peuvent m'inspirer. La dernière question concernant les réseaux sociaux, c'est que penses-tu des auteurs et autrices problématiques, de ce que les gens en disent? J'ai l'impression que c'est un peu une tendance en ce moment de déclarer que tel ou tel auteur est problématique en énonçant des arguments infondés. Je voudrais avoir ton avis par rapport à ça. Ok, je vais peut-être en froisser plus d'un. En fait, moi je trouve que c'est problématique de dire que certains auteurs sont problématiques. Ça me dérange énormément et c'est profondément irrespectueux. C'est aller à l'encontre de toute la liberté d'expression qu'ont ces auteurs à travers leur œuvre. Je ne dis pas peut-être que s'il y a des choses qui sont fondées sur leur vie perso, mais en fait, pareil, on peut la dissocier finalement de ce qu'ils vont écrire. En fait, ça me dérange énormément. On me le dit souvent, hein, surtout sur TikTok, oh attention, telle autrice, c'est problématique. Ouais, et en fait, quand tu demandes à la personne, t'as des arguments pour zéro argument. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange parce que, ben, on a tous la liberté de croire ou de pas croire en certaines choses, mais honnêtement, moi, trop scientifique, trop cartésienne pour ça et j'ai besoin de preuves. Mais tant que j'ai pas de preuves, des preuves tangibles, des preuves concrètes, des choses sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer, pas de problème. C'est peut-être complètement innocent comme manière de voir, je ne sais pas. Peut-être que je passe à côté de certaines choses aussi. En fait, bah, c'est totalement normal. Moi, ce que je juge, c'est le livre, et encore, c'est mon ressenti par rapport à ma lecture, qui peut être très différent pour plein de raisons, et pas seulement à cause du livre en lui-même, mais aussi du moment dans lequel je l'ai lu et du mood dans lequel j'étais. Mais genre la vie de l'auteur, j'en ai rien à faire, vraiment, j'en ai rien à faire. Et si je vois un auteur qui va créer un monde fantasy de toutes pièces avec que des personnages blancs hétéro cis, bah j'ai envie de dire si c'est ce qui représente cet auteur-là, mais en fait c'est même totalement ok. Moi je préfère vraiment lire quelque chose qui a été écrit par une personne qui maîtrise son sujet, plutôt que d'écrire n'importe quoi en fait. Mais maintenant, ben en fait c'est juste aussi une question, je pense, de se renseigner avant d'écrire quelque chose, tout simplement. Ouais, je pense avoir fait le tour du truc, j'ai sûrement oublié plein de trucs, vous allez peut-être très mal interpréter ce que j'ai dit, mais globalement, moi ça me dérange quand on dit que tel ou tel auteur est problématique. On passe maintenant aux lectures, et d'ailleurs c'était un peu en lien avec les lectures finalement, même si c'est plus une vague sur les réseaux sociaux que sur la lecture en elle-même. La première question qu'on me pose par rapport à mes lectures, c'est est-ce que tu préfères la traduction ou la VO? Et pour le coup, eh bien, si vous avez vu mon unhaul dernièrement, je préfère vraiment la traduction. J'aime pouvoir tout comprendre de A à Z et de pas passer à côté de certains sous-entendus. Donc, pour le coup, je préfère vraiment la traduction à la VO, même si ce que je préfère encore plus, c'est la VO française, parce que, pas forcément parce que au plus près de la plume de l'auteur et tout, il y a des traductions qui sont très belles, il y a même des traductions qui parfois rendent les textes encore plus beaux. Oui, on parle souvent des traductions qui sont foireuses, mais on parle pas assez des traductions qui embellissent les textes. Et pareil, on va parler aussi parfois du fait que la traduction, elle enlève des passages et tout, mais parfois ça rend aussi le texte beaucoup plus digeste, en fait, à lire. Donc, non, il y a aussi du bon. Maintenant, je me rends compte de l'importance de lire plus de livres en français, parce que j'ai été déjà dans quelques salons du livre, j'ai aussi rencontré des auteurs lors de dédicaces dans des librairies ou autres, enfin bref, j'ai rencontré plusieurs auteurs et je trouve ça vraiment chouette d'avoir pu lire leurs livres et de pouvoir échanger avec eux, mais d'échanger pleinement, sans avoir de barrière de la langue. C'est toujours un peu plus délicat d'échanger dans d'autres langues. Encore en anglais, ça va, mais si c'est des traductions de d'autres langues encore, ça devient un peu plus compliqué. On me demande ensuite quel est ton plus gros coup de cœur livresque de toute ta vie en tant que lectrice, ou du moins le livre qui t'a le plus marqué depuis l'enfance, et au contraire ta plus grosse déception de tous les temps. C'est super dur, depuis toujours. Oh ouais, il y a trop de livres que j'ai aimés, mais à plein de périodes de ma vie et pour des raisons complètement différentes les unes des autres. J'ai adoré Père Castor quand j'étais enfant, je les lisais, je les relisais encore, c'était vraiment les contes de mon enfance en fait. J'ai adoré Les Royaumes du Nord ensuite quand je suis rentrée au collège, j'ai trouvé ça génial et ça m'a donné un goût de la lecture de fou. J'ai vécu Twilight quand je l'ai lu, vraiment ça a été la lecture qui m'a fait découvrir les vampires et tout, le young adulte et tout, enfin vraiment trop bien. Pareil, j'ai eu l'impression de vivre complètement Hunger Games du début à la fin et d'être dans l'arène et tout à chaque fois et tout ça, enfin une lecture de folie. Si on prend encore là beaucoup plus récemment, il y a forcément Crescent
City, je vous en parle très souvent, mais c'est pas le seul. Et puis dans le fantastique, il y a aussi la trilogie Households, donc le livre perdu des sortilèges. Pareil, ça a été un énorme coup de cœur et je l'ai relu plusieurs fois. Si on regarde plus la romance, la new romance, enfin je pense qu'on peut citer Can't Help Falling in Love pour le coup, qui m'a fait ressentir mais des émotions folles. Il y a aussi Apprends-moi à voler qui était juste formidable. Bref, j'ai énormément de coups de cœur et c'est trop dur d'en choisir qu'un seul. En termes de plus grosse déception, eh bien je dois dire que ça a été tout ce qui était un peu trop dans la high fantasy. La 5e saison de NKJ Messin, un des premiers livres que j'ai abandonné sur Bookstar, ça l'a vraiment pas fait pour moi. J'ai pas apprécié ce qui était abordé ici et vraiment ça m'a dérangé. Il y a aussi, bah du coup je vous en ai parlé, La passeuse de mots qui en fait partie parce que je m'attendais vraiment à l'aimer. Qu'on peut aussi citer Le Prieuré de l'Oranger parce que pour le coup j'ai adoré The Bone Season et j'ai pas compris pourquoi j'ai vraiment pas aimé Le Prieuré de l'Oranger en comparaison. Donc ouais, déception il y en a pas mal mais il n'y en a jamais eu une qui était plus grosse que les autres. Ça arrive à tout le monde d'avoir un livre qui est pas fait pour nous et qui est peut-être pas pour nous à ce moment-là quand on le lit aussi. Ensuite on me demande, as-tu apprécié Westurland et as-tu acheté des choses à ce festival? Eh bien oui, j'ai adoré Westurland, j'y suis allée pour la 2e fois cette année. C'est un festival littéraire de l'imaginaire qui se passe à Rennes. C'était vraiment super chouette, j'ai acheté plein de livres et je vous en parle très prochainement dans mon book haul du mois d'avril parce que bah du coup c'était fin avril donc tout ça sera dans mon book haul du mois d'avril, je vous montrerai tout ça à ce moment-là. On me demande aussi combien de temps je passe par jour à lire et honnêtement ça va en choquer plus d'un mais parfois moins de 10 minutes. Même parfois je lis pas du tout. Oui ça arrive, alors pour le coup bah ça dépend vraiment des jours. Il peut y avoir des jours où je vais lire seulement 10 minutes, un quart d'heure avant de me coucher et je vais lire peut-être une vingtaine de pages dans ma journée. Et il y a des jours où je vais lire pratiquement toute la journée, c'est-à-dire que je vais commencer par lire un format papier en me réveillant, puis je vais écouter un livre audio dans la matinée parce que je vais travailler sur quelque chose qui fait que je pourrais écouter un livre audio. Ensuite le midi je vais prendre le temps peut-être d'avancer un peu dans une lecture papier aussi. L'après-midi je vais peut-être continuer mon livre audio et le soir eh bien je vais vouloir lire un format e-book peut-être dans mon lit avant de m'endormir. Voilà en gros ce qui peut se passer dans des journées où je lis énormément. C'est surtout que j'écoute beaucoup de livres audio parce que des journées où je passe mon temps à lire, ça remonte à la dernière fois que je vous ai fait un vlog week-end à 1000. Franchement, faut trop que je m'en case un jour là parce que j'ai trop envie de repasser un week-end à lire. C'est quelque chose qui, moi, m'apporte énormément de joie. C'est quelque chose que j'adorais faire quand j'habitais chez mes parents, que j'avais beaucoup moins de responsabilités. Là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus compliqué. Trouver un week-end entier ou même une journée entière pour lire, c'est clairement impensable. J'ai des moments un peu prédéfinis dans lesquels je peux prendre du temps pour lire, c'est-à-dire le matin au réveil, le midi sur ma pause midi, le soir pendant que je prépare le dîner. Donc en fait, je mets un plat au four pendant une demi-heure, bah, c'est peut-être l'occasion justement de lire pendant une demi-heure et ensuite bah, juste avant de me coucher. Sauf que très souvent, eh bien il n'y a que le moment juste avant le coucher où je lis et encore parfois ça arrive que ce moment-là soit zappé aussi parce que je me couche trop tard. Pour le coup en fait c'est très variable donc c'est hyper difficile pour moi de donner un temps que je passe à lire. Par contre oui je prends quand même beaucoup de temps pour lire dans la globalité et j'écoute énormément de livres audio et ça pour le coup ça aide beaucoup pour avancer dans des lectures. C'est pour ça aussi que j'ai souvent beaucoup de lectures en parallèle parce que bah il y en a certaines que je vais écouter en audio et d'autres que je vais lire. Et puis il y a des lectures que je trouve plus propices à lire en pleine journée et d'autres à lire le soir. Ça change grandement et j'ai pas forcément un temps hyper précis chaque jour. On me demande ensuite de présenter un livre ou une saga peu connue que je recommande sans hésiter. Pour le coup ça c'est carrément un thème de vidéo. Enfin franchement j'ai pas que un livre ou une saga peu connue à recommander, j'en ai plein et pour différentes raisons et dans différents genres aussi. Forcément parmi les personnes qui me suivent vous aimez pas tous la même chose. Par contre il y en a un que j'ai vraiment envie de vous faire lire et dont je parle pas souvent, c'est Le Dernier Né de Noémie Bourgois. C'est un roman d'anticipation qui fait un peu froid dans le dos et qui dépeint un futur plausible qui pourrait arriver à l'humanité, dans un monde où du coup l'humanité ne pourrait plus procréer, mais où seulement certaines femmes seraient sélectionnées pour procréer parce qu'elles ont des gènes qui font qu'elles permettent de mettre au monde les meilleurs humains possibles. Et dans ce contexte, on va suivre certains personnages qui se rebellent face à tout ça. C'est un one-shot et je l'ai franchement adoré, mais on n'entend clairement pas assez parler. En même temps, c'est un livre auto-édité et les livres auto-édités sont rarement mis en avant sur les réseaux sociaux, mais celui-ci, c'est vraiment une pépite que je peux que vous recommander. On me demande ensuite les 3 mots qui décrivent le mieux ma bibliothèque selon moi. Je dirais rassurante parce que ça me rassure énormément d'avoir une grosse partie de mes livres dans ma bibliothèque qui sont ma pile à lire et du coup de savoir que j'ai plein de lectures devant moi. Je dirais aussi qu'elle est organisée parce que tout a sa place pour une raison ou une autre. Des organisations parfois un petit peu étranges mais des organisations quand même. Et je dirais ensuite en 3e mot qu'elle est à mon image. C'est pas un seul mot, vous l'aurez compris, mais elle est constituée uniquement de livres qui me plaisent vraiment et c'est pour moi le plus important. On me demande ensuite quel a été votre premier roman. Vu que j'ai pas écrit de livre, j'ai écrit une thèse, ça peut compter peut-être. J'ai écrit des fanfictions, ça peut compter peut-être.
mais j'ai pas écrit de roman, donc je suppose que c'est le premier roman que j'ai pu lire, et là, waouh, hyper dur de s'en souvenir. J'ai lu énormément de contes, d'albums, de BD aussi quand j'étais jeune. Forcément, je suis allée vers les premiers romans avec l'école, je pense, et je pense que le premier roman que j'ai dû lire, en tout cas dont je me souviens, c'était Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, qui lui m'a complètement marquée. Et j'ai adoré ce livre et je l'avais lu en CM2. Et c'est peut-être le premier roman que j'ai lu, ou en tout cas le premier dont je me souviens. On me demande ensuite si j'arrive toujours à trouver de la place pour mes nouveaux livres, et clairement oui, ça c'est clairement pas le problème. Vous voyez, mes étagères de toute façon elles sont qu'à demi remplies en général. C'est vraiment pas la place le problème, parce que je sais me séparer aussi des livres que je n'aime pas, du coup il y a forcément un roulement qui se fait avec le temps. Mon problème, c'est le temps. J'achète et je reçois trop de livres en fait. J'ai clairement pas le temps de lire tout ce qui me tente. Et si on prend en plus en compte tout ce qui est dans ma wishlist, là, c'est juste inenvisageable. C'est mon plus gros problème en fait, c'est avoir le temps de lire les choses. Les stocker, pas de soucis. Ensuite, on me demande quelle est ta dédicace préférée, et là c'est hyper compliqué. Parce que je trouve que chaque dédicace que j'ai pu faire était unique. Elles ont toutes eu leur originalité, leurs petits points de plus, etc. etc. C'est toujours plus facile de faire une dédicace lorsque l'on va rencontrer un auteur où on a lu son livre, parce qu'on peut en parler. Bien plus que quand on demande à l'auteur hey, vous pouvez me présenter votre livre, oh il a l'air chouette, oh bah je vais vous prendre, vous pouvez me le dédicacer. Bah en fait je trouve que la conversation là elle est plutôt un peu inintéressante, même s'il m'arrive de le faire. Quand on a vraiment lu un livre et qu'on a quelque chose à porter en fait, ou en tout cas quelque chose à dire à l'auteur, bah là ça apporte quelque chose dans la conversation de la dédicace et ça peut amener à des échanges très intéressants. Maintenant, je pense pas non plus que ce soit le plus important aussi dans une dédicace, c'est aussi vivre le moment présent, avoir l'occasion aussi de rencontrer certains auteurs. Je pense notamment à Vigie Schwab, Margaret Rogerson ou encore Eden Thomas qui sont venus en France et que j'ai pu rencontrer alors que bah en fait c'est des auteurs qui ne vivent pas en France et qui viennent très rarement. Forcément, je suis hyper touchée d'avoir pu les rencontrer et très reconnaissante d'avoir pu vivre ce moment avec eux. Maintenant, il y a des auteurs aussi où bah je suis super contente de les avoir vus parce qu'ils ont un intérêt envers leurs lecteurs. Je pense notamment à Victor Dixon qui va vachement s'intéresser à ses lecteurs et leur poser des questions. Et je trouve ça vraiment très très chouette parce que quand t'es lecteur et quand t'es fan d'un bouquin, que tu l'aimes énormément, que t'aimes beaucoup le travail de l'auteur et que tu admires son travail, parfois c'est difficile d'aller parler de certaines choses, de poser des questions et tout ça. Du coup, avoir un auteur qui va te poser des questions, forcément, ça aide. Donc ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. J'ai fait pas mal de dédicaces et je suis bien contente d'en avoir fait plein et j'en ferai encore sûrement plein d'autres. Je pense aussi à Louise Ared, bah pareil, ça fait partie des autrices qui sont venues en France bah comme ça et qu'on verra peut-être pas encore une autre fois, mais vraiment, j'avais pas lu Riposte, pourtant elle a été mais très touchante, j'ai adoré la conversation qu'on a eue ensemble et elle m'a convaincue de lire son livre. J'ai ressenti en fait dans cette conversation tout ce que je allais retrouver dans ce livre et je me suis dit bah ce livre il est fait pour moi et effectivement quand je l'ai lu, eh bien je l'ai adoré. Donc oui, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. J'ai pas forcément une dédicace préférée. Après, on peut aussi dire la plus belle dédicace, celle qui sera la plus joliment faite sur le livre en lui-même et qui va l'embellir. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Franchement, trop dur d'en choisir qu'un. Et pour terminer, on me demande un projet d'avenir. Aurais-tu d'autres projets que Booktube et ta boutique? Eh bien, non. Non pas parce que j'ai pas envie de vous dévoiler des projets, parce que je vis dans le moment présent. J'ai beaucoup de mal à me projeter dans l'avenir, j'ai beaucoup de mal à anticiper des choses des mois et des mois après. Forcément, bah, je vais continuer à faire ce qui me plaît et peut-être qu'il y aura d'autres choses qui arriveront. Et si c'est le cas, bah, tant mieux parce que bah, du coup, ça veut dire que j'aurai continué tout ça et que j'aurai trouvé quelque chose d'autre qui me plaît aussi et je vous tiendrai au courant en temps voulu. J'ai envie de dire, le prochain truc qu'il y aura, c'est le challenge Frisson d'octobre en octobre. Tout simplement, parce que celui-là c'est sûr et certain, je le refais. J'aimerais bien aussi pouvoir recollaborer avec certaines maisons d'édition autour de ce challenge. L'année dernière, je vous avais organisé plusieurs concours autour du challenge avec des recommandations du challenge, enfin bref, il y avait plusieurs maisons d'édition qui avaient participé et c'était vraiment super chouette. C'est vrai que voilà, ça franchement, ça me plairait beaucoup. Pour les réseaux sociaux, honnêtement, je vois rien de plus. J'ai commencé TikTok en février les gars, j'ai pas envie d'avancer trop vite dans certaines choses non plus. De temps en temps, j'ai un peu cette idée en tête que ça pourrait être cool de faire un podcast pour pouvoir parler peut-être un peu plus librement de certaines choses et tout, mais je me sens pas encore
de le faire. J'ai pas encore en tête suffisamment de sujets à aborder qui seraient pertinents et qui me permettraient de non pas faire seulement 1 ou 2 épisodes, mais d'avoir un podcast qui tienne dans la durée. Donc pour l'instant non, et c'est pas plus mal. Et franchement, vivre dans le moment présent, je pense que c'est une chouette chose aussi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Soit je vous répondrai directement, soit s'il y en a vraiment beaucoup, je ferai une partie 2 de cette FAQ, ce qui m'étonnerait quand même. Mais on sait jamais. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!